Sur ce panneau, nous avons voulu présenter l'environnement du Cerena, puisque ce n'est pas tout à fait un hasard si le Cerena est implanté à Mérignac. C'est un terrain qui appartient à l'État et il était plus facile, de toute évidence, de bâtir un bâtiment comme le Cerena sur la plateforme aéroportuaire. Alors nous avons essayé de résumer, et ce n'est bien sûr qu'un résumé, le tableau n'est pas exhaustif du tout, nous avons essayé de résumer les 85 années d'aéronautique sur l'aérodrome de Bordeaux-Mérignac. Aérodrome qui a porté 3 noms successifs, Bordeaux-Beaudésert, c'est le premier terrain d'aviation, ensuite Bordeaux-Ténac, et ensuite Bordeaux-Mérignac. La tradition veut que ce soit en 1906 que le terrain de Beaudésert a été utilisé par M. Marcel Issartier. En fait, ce n'est qu'une tradition locale, puisqu'il est reconnu que Issartier volait sur des Perdusins, les avions des Perdusins. Or, les Perdusins n'ont été créés que dans les années 1910-1911. Donc, cette tradition locale est à revérifier, soit au niveau du nom, soit au niveau du type de l'avion. Et depuis 1906, nous découvrons au travers de ce panneau comment l'aéroport s'est transformé petit à petit. Il y a eu d'abord donc la lande de Beaudésert, sur laquelle a eu lieu, et ça c'est une présence attestée, le premier meeting aérien à Bordeaux au mois de septembre 1910, et puis ensuite diverses activités comme la première liaison postale en 1913. Il y a eu aussi en 1910 le premier survol de la ville de Bordeaux par Eugène Ruchonnet. Et puis la phase transitoire de la guerre de 14-18 où le terrain a été utilisé par les Américains. Et puis c'est à cette époque aussi que la vocation aéronautique de Bordeaux est née par le transfert depuis Paris d'un certain nombre d'usines de fabrication d'avions. Blériot, Breguet, Nieuport et les autres sont venus s'installer à Bordeaux pour éviter d'être donc à proximité de l'ennemi. Ensuite, dans les années 1920, s'est créé le deuxième aérodrome, l'aérodrome de Ténac, qui, lui, est indépendant de l'aérodrome de Beaudésert. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Beaudésert n'était pas le terrain sur lequel nous sommes actuellement, c'est un terrain qui se trouve à côté de Ténac, qui est devenu ensuite Mérignac. Alors c'est en 1922 que l'État a acquis les premiers terrains de Ténac pour en faire un aérodrome d'aviation civile. Et ensuite, en 1931, la Chambre de commerce de Bordeaux, qui, comme les autres chambres de commerce françaises, demandait à être exploitant des aérodromes français, eh bien la Chambre de commerce de Bordeaux est devenue concessionnaire principale de l'aérodrome de Bordeaux-Mérignac. Entre-temps, on peut rappeler que c'est en 1925, à Mérignac, que Maryse Bastier, la fameuse aviatrice, a eu son brevet de pilote, puisque son mari était instructeur pilote à l'époque. On peut aussi signaler quand c'est en 1934 que Marcel Bloch, qui se fera appeler plus tard Marcel Dassault à partir de 1947, s'est installé dans la région bordelaise. Et puis en 1936 est créée la base aérienne de Mérignac, troisième lieu d'implantation qui va faire le grand aéroport de Bordeaux-Mérignac. Donc la base aérienne 1936 à partir d'un texte officiel qui date de 1935. Et les activités aéroportuaires civiles se développant, eh bien, en 1937 est inaugurée la première aérogare de Bordeaux-Mérignac. Très belle aérogare, dont l'architecte était Alfred Duprat. Malheureusement, cette aérogare ne vivra que 5 ans, puisque en 1942, elle sera bombardée à l'époque de l'occupation allemande, quand les Allemands occupaient la base aérienne 106. Et que les Alliés sont venus donc détruire l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Pendant toute la guerre, donc, l'aéroport est occupé. Les militaires ont eu la gentillesse de nous confier un document qui représente la base de Mérignac, enfin tout l'aérodrome de Mérignac, en juillet 1945, sur laquelle on voit tous les impacts de bombes qui ont été lancés sur l'aéroport de Mérignac. 3000 impacts de bombes, selon la tradition là aussi. Après la guerre,
Mérignac, bien sûr, est réutilisé à la fois pour l'aviation civile et l'aviation militaire. Militaire surtout au départ pour continuer à chasser les Allemands de France, puisqu'il y avait des troupes allemandes qui s'étaient réfugiées sur les bords de la côte atlantique, ce que l'on appelle les poches allemandes, en Charente-Maritime et en Médoc. Et c'est à partir donc de la base de Mérignac que sont partis les vols pour aller détruire ces poches allemandes. En 1946, les activités commerciales reprennent à Mérignac, mais bien sûr dans des locaux provisoires en préfabriqué qui vont abriter à la fois les installations commerciales de l'aéroport, la tour de contrôle et, à côté de la tour de contrôle, ce bâtiment représente la première implantation du centre de contrôle régional, le premier CCR, créé lui aussi en 1946. Poursuivre dans l'échelle du temps, 1947, c'est la création par Dassault de la chaîne des avions flamands et le besoin de créer une usine pour avoir les chaînes de montage et va donc être construite à côté de l'aéroport de Mérignac, sur donc la plateforme, l'usine de Marcel Dassault, des avions Marcel Dassault. C'est en 1949 aussi, un petit peu plus tard, donc, qu'est créée la Sferma, qui donnera aussi la Sogerma. La Sferma qui elle-même avait été déjà, depuis avant-guerre, une société de réparation d'avions. En 1952, sur ce cliché, nous voyons le deuxième centre de contrôle régional, deuxième CCR, trop à l'étroit dans ses locaux en bois. Le CCR émigre dans un autre local en dur cette fois-ci, à l'autre bout de l'aérodrome, mais toujours dans sa partie nord de l'aérodrome. Et 1956, enfin, voit l'inauguration de la nouvelle aérogare. Nouvelle aérogare entièrement moderne, qui va permettre donc à l'aéroport d'avoir un nouveau décollage, c'est le mot qu'on peut utiliser, un nouveau décollage au niveau du trafic. Et dans les locaux de cet aéroport, il y a bien sûr la partie commerciale gérée par la Chambre de commerce, mais il y a aussi la partie technique, aviation civile, dans laquelle seront installés tous les services de l'aviation civile et en particulier le centre de contrôle régional, le 3e CCR, qui va s'implanter au pied de la tour de contrôle, toute nouvelle, en 1960. Et en 1961, nouveauté pour le contrôle aérien régional, va être implantée l'antenne radar, 12 mètres d'envergure, qui va permettre donc aux contrôleurs de Bordeaux de bénéficier d'une image radar qui va considérablement les aider dans leur travail. Qu'est-ce qui va se passer dans les années suivantes? Donc beaucoup plus proche de nous maintenant. 1962, c'est la création de la compagnie Airlec. Tout le monde connaît ici M. Le Collen, et c'est en 1962 qu'il a créé la première compagnie d'avion-taxi implantée sur l'aéroport de Mérignac. Il s'était fait connaître auparavant par ses prises de vue aériennes pour le journal Sud-Ouest, par ses baptêmes de l'air, et il s'est lancé donc à titre privé dans l'exploitation commerciale. Et puis 1962 aussi, un événement très important pour l'aéroport de Bordeaux, c'est la création des lignes spécifiques d'Air Inter sur les Vickers-Viscount. C'est en 1962 donc que les premières lignes Bordeaux-Paris vont être créées en Vickers-Viscount qui appartiennent à la compagnie Air Inter. On va voir aussi à la BA 106 s'installer les Vautours, les B-26 qui sont toujours là, qui sont là depuis l'après-guerre et qui ne partiront qu'en 1967. Et petit à petit, en ce qui concerne la compagnie Air Inter, on voit les dates d'introduction des principaux appareils de la compagnie en 60. On voit apparaître donc les principales dates d'introduction des nouveaux avions dans la compagnie Air Inter. En 1966, c'est la Caravelle. En 1973, la Caravelle 12. En 1975, le Mercure. 1976, l'Airbus A300. Et ensuite, nous allons trouver l'Airbus A320 un petit peu plus tard. Donc petit à petit, l'aéroport doit se moderniser pour faire face à l'accroissement du trafic. L'aéroport va se moderniser
à partir donc du bâtiment initial, va se moderniser à la fois côté piste et côté ville, côté parking. Mais il y a un événement aussi qui est très important dans ces années 70, c'est 1970, la création du 4e lieu d'implantation pour le centre de contrôle régional, le nouveau CCR, le CERENA dans lequel nous travaillons actuellement. Donc un bâtiment entièrement nouveau, situé maintenant dans la partie est de l'aérodrome, et une année après sa création est installé le pylône radar, cette fameuse boule blanche qui est un grand point de repère pour les gens de la plateforme. Donc est installé le radar qui va donc apporter là encore une nouvelle technologie de fonctionnement dans le centre de contrôle. En guise de conclusion, nous pouvons voir dans les années 83-91 que l'aéroport se sent principalement concerné par l'accroissement très important du nombre de passagers, puisque il y a un objectif, c'est l'Europe de 93. Il y a l'objectif aussi de pouvoir accueillir 2 millions de passagers par an, plus de 2 millions de passagers par an. Donc il faut absolument que l'aéroport s'agrandisse. Comme la surface n'est pas extensible, eh bien l'aéroport va s'agrandir sur le plan vertical. C'est-à-dire qu'on va créer toute une nouvelle structure de vie de l'aéroport dans ses anciens sous-sols et on va séparer le trafic arrivée, le trafic départ. Je parle de trafic au niveau des passagers, bien sûr. Le circuit départ, circuit arrivée des passagers. Donc ça, c'est le plus gros investissement fait par la Chambre de commerce pour modifier l'utilisation de l'aéroport. Mais parallèlement, vont être menés à partir des années 89, pardon, un projet d'extension de l'aéroport, donc de création d'un nouveau terminal. L'aéroport actuel, donc devenant dans le futur, à partir de 93, si les projets sont appliqués, à partir de 93, l'aéroport actuel sera le terminal 1 et il y aura un deuxième terminal à la place actuelle du bloc technique, là où sont hébergés les services incendie. Voilà donc rapidement l'historique donc de cet aéroport qui a permis donc au terrain d'aviation de devenir un aéroport international dont le nombre des passagers dépasse maintenant largement les 2 millions par an.